Ce sont nos terres, et beaucoup de preuves existent. Sans l'aide de la Turquie, jamais ils n'auraient pu prendre nos terres. Si jamais je tombe sur des Turcs, je ne me ferai pas tuer. C'est moi qui les tuerai. On va se battre, on va gagner pour libérer ces terres de l'ennemi. Regardez là, c'est la ligne de front. Poutine nous a aidés. Macron et Trump, ils n'ont rien fait. Voilà, c'est tout ce qu'il reste de ma maison. On ne pourra pas vivre ensemble. On n'y arrivera pas. Je voudrais juste pouvoir rentrer chez moi, retrouver ma maison. Nous avons toujours vécu ici. Nous vivons ici et nous allons continuer à vivre ici. Les hauts plateaux du Caucase. Trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Passage obligé des invasions barbares, comme des échanges commerciaux. Jadis, les caravanes chinoises se jouaient des frontières et suivaient ce ruban pour écouler leurs précieuses marchandises en Europe. 1000 ans plus tard, l'ancienne route de la soie est devenue le seul accès pour rejoindre le Haut-Karabakh. Là, on est en train de rouler sur le corridor de la Chine. C'est la route stratégique entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Aujourd'hui, cette route est sous protection de l'armée russe. S'ils la coupent, plus de 100 000 personnes seront enfermées, comme des prisonniers. Et regardez, tous les 3 à 4 kilomètres, il y a un checkpoint de l'armée russe. Combien de checkpoints pour entrer dans le Haut-Karabakh? Les frontières de cette enclave montagneuse n'ont cessé de bouger au fil des siècles et au gré des empires, tour à tour byzantins, mongols, ottomans ou soviétiques. 30 ans après la chute de l'URSS, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent toujours ce petit bout de terre, grand comme un département français. Là, on est à la frontière entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. À droite, c'est la frontière iranienne. La Turquie, l'Iran, la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et chaque pays veut avoir du pouvoir ici. Ils n'arrêtent pas de jouer avec nos frontières. Le monde devient fou. Pour comprendre la genèse du conflit au Haut-Karabakh, il faut remonter en 1921, lors de la formation de l'URSS. Joseph Staline décide d'un coup de crayon de rattacher le Haut-Karabakh, pourtant peuplé majoritairement d'Arméniens, à la République socialiste d'Azerbaïdjan. « 65 ans plus tard, en 1988, alors que l'Empire soviétique vacille, le Haut-Karabakh fait sécession avant de célébrer par la danse son indépendance autoproclamée le 2 septembre 1991. La guerre éclate aussitôt dans les hautes montagnes du Sud-Caucase. Les assaillants investissent des rues désertes. Vêtus des mêmes uniformes soviétiques que leurs ennemis azéris, ils portent comme signe distinctif des croix blanches, rappelant que ce sont aussi des chrétiens qui se battent contre des musulmans.
Une guerre de religion, de territoire, qui tuera plus de 30 000 personnes en moins de 2 ans. L'Arménie l'emporte en 1994. Les Azéris, qui vivaient sur le territoire, mettent le feu à leur maison pour ne pas la laisser à l'ennemi. Le Haut-Karabakh devient une enclave arménienne en territoire azerbaïdjanais. Les canons se sont tus et le Haut-Karabakh a commencé son développement à mi-chemin entre un petit pays et une région autonome arménienne. Là, on arrive à Stepanakert, la capitale d'une république non reconnue. Là, c'est le Parlement. Ici, la Banque centrale. C'est le quartier des ministères. Le Haut-Karabakh a un gouvernement élu, un président, un parlement, mais dans les faits, c'est aussi une partie de l'Arménie. La monnaie est arménienne. Ici, tout le monde a un passeport arménien. Les plaques d'immatriculation sont arméniennes, mais officiellement, selon le droit international, ces terres appartiennent à l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, on a bien du mal à réaliser les jours affreux que nous venons de vivre. Cet automne, les canons ont repris du service. 26 ans après la Première Guerre, l'Azerbaïdjan veut sa revanche. Une guerre éclair de 44 jours. Une guerre gagnée par le ciel. L'Azerbaïdjan a reconquis 40% du Haut-Karabakh. 40 000 chrétiens doivent quitter leur village, passer du côté ennemi. Les maisons brûlent à nouveau, mais cette fois-ci, ce sont celles des Arméniens. Triomphe de l'Azerbaïdjan. Le drapeau azéri flotte à nouveau sur le Haut-Karabakh. Cette nouvelle guerre au Haut-Karabakh a fait des milliers de morts. Pour la première fois, depuis l'arrêt des combats, cette famille vient se recueillir sur la tombe du fils mort au front. Des couronnes de fleurs pour ne pas oublier les martyrs. Il a été blessé pendant les bombardements. On l'a transféré à Erevan. Il est malheureusement mort là-bas et nous avons ramené son corps ici pour l'enterrer sur la terre de ses ancêtres. Sur les stèles fleuries du cimetière de Kishan, des images de jeunes soldats, armes à la main. C'est le flou total. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. La présence des militaires russes, ça nous rassure un peu, mais malgré eux, quand on croise des Azéris sur la route, ils nous prennent pour cible, ils nous agressent constamment, ils nous insultent, ils menacent même de nous couper la tête. Un cimetière millénaire, une croix sur chaque pierre, l'histoire tragique du peuple arménien. Si on regarde notre histoire, on a toujours été en guerre avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Depuis 100 ans, 50 ans, 20 ans, depuis toujours. Sans l'aide de la Turquie,
Jamais ils n'auraient pu prendre nos terres. Les Turcs sont derrière tout ça. C'est eux qui ont ramené ces combattants islamistes qui sont venus de Syrie pour se battre à côté des soldats azéris. 2 mois après l'arrêt des combats, au sud-est du Haut-Karabakh, peu à peu les habitants retournent dans leurs maisons situées sur l'ancienne ligne de front. Partout, les vestiges de la guerre. Voilà, c'est ce qu'il reste de ma maison. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais faites attention par là. Dans notre village, il y a 14 morts et 12 blessés. Moi aussi, j'ai été blessé au bras et à la tête par des éclats d'obus après seulement 5 jours de combat. Ça, c'était ma salle de bain. Tout a été détruit. On a peur encore aujourd'hui. Les soldats ennemis sont en face, là-bas. On sait qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. Dans ces petits villages ruraux qui bordent la nouvelle frontière, malgré la peur de l'ennemi, la vie reprend son cours, tant bien que mal. Nous avons très peu d'électricité. Alors on coupe du bois pour se réchauffer. On a du courant seulement quelques heures par jour. Le gaz a été rétabli, mais on n'a toujours pas d'eau. Une partie des conduits est restée de l'autre côté de la nouvelle frontière. On a seulement cette fontaine pour tout le village, mais au moins c'est de l'eau potable. Soren, vigneron de profession, n'a pas perdu sa maison, mais ses vignes sont désormais de l'autre côté de la nouvelle frontière. La cuvée 2020 sera sa dernière. Je fais du vin rouge, du vin blanc, en fonction des cépages que j'utilise. Ce raisin, il est aussi super pour faire de l'eau de vie. Mais cette année, à cause de la guerre, on n'a pas pu travailler nos vignes. Malheureusement, nos terres avec nos vignes sont passées du côté ennemi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de nos vignes. Ils ne boivent pas d'alcool. Voilà. C'est avec ça que je distille mon eau de vie. C'est une eau de vie d'une pureté exceptionnelle, à base de raisin, sans conservateur. Mais elle risque d'être un peu forte pour vous. Elle fait 65-70 degrés. C'est magnifique. Soren a participé à toutes les guerres contre l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, il a du mal à croire en la paix. Les générations futures peut-être, mais j'ai du mal à imaginer que les chrétiens et les musulmans puissent vivre en paix ensemble. On connaît leur mentalité, leur façon d'être. Ils ont une mentalité différente de la nôtre. C'est juste mon avis, on ne pourra pas vivre en paix ensemble. En tout cas, pas notre génération, on n'y arrivera pas. Je porte un toast pour que chaque homme puisse faire prospérer son foyer
Que Dieu nous garde et que la paix soit avec nous. Aujourd'hui, entre lui et ses vignes, une frontière provisoire où chacun campe sur ses positions. Regardez, c'est la ligne de front. Les soldats arméniens et azéris sont face à face. Il n'y a que 50 mètres qui les séparent. Pourquoi Macron ne nous aide pas? Il devrait nous aider. Poutine nous a aidés. Il a fait stopper la guerre. Pas Macron, pas Trump. Eux n'ont rien fait. Poutine a fait ce qu'il y avait à faire. La Russie de Vladimir Poutine a déployé une force d'interposition de plus de 3000 hommes. L'Union soviétique n'existe plus. On ne peut pas revenir en arrière. Mais s'il n'y avait pas eu la chute de l'Union soviétique, ça aurait été mieux. À l'époque de l'URSS, les petits pays étaient florissants. Et aujourd'hui, ces petits pays sont mangés tout crus. Au nord-est de l'enclave, la vie n'a pas repris dans le petit village de Charektar. C'est aujourd'hui un village fantôme, comme figé dans le temps. Il n'y a plus personne qui vit ici, je suis le seul. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Comment pourrait-on vivre ici? Séraud est berger. C'est aussi le dernier gardien du village et de ses animaux. Mes vaches, elles ne sont pas là en ce moment. Elles sont dans le pâturage là-haut dans la montagne. Regardez, ça c'est un veau qui vient juste de naître. Je m'occupe seul de mes vaches. C'est trop dangereux maintenant ici. Les Turcs sont juste là. Je ne laisse pas ma famille venir dans le village. Avant, je travaillais ici avec mes frères, mais aujourd'hui, je viens seul. Je reste quelques heures, je m'occupe des bêtes et je repars aussitôt. L'ennemi est proche. Juste derrière la colline qui surplombe sa ferme. Séraud ne se déplace plus jamais sans son arme. Ça, c'est ma Kalachnikov. Je l'ai toujours avec moi. Si jamais je tombe sur des Turcs, je ne me ferai pas tuer. C'est moi qui les tuerai. Je ne la quitte jamais. Là, c'est la maison de ma cousine. Elle a été détruite et brûlée comme presque toutes les maisons ici. Là, il y avait une famille très nombreuse. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Tout détruire pour ne rien laisser à l'ennemi. Le village de Charektar était censé basculer du mauvais côté de la nouvelle frontière. C'était l'école du village, avec plus de 100 élèves. Et quand ils nous ont demandé de partir, on l'a brûlée pour ne pas la laisser aux Turcs et à la fin des combats, on a appris qu'on allait garder cette terre et qu'on ne la donnerait pas aux Turcs, mais c'était trop tard. Aujourd'hui, c'est une ville morte, une ville fantôme, une ville incendiée. Les autorités ne nous ont pas dit que le village resterait du bon côté de la frontière et qu'il ne fallait pas le brûler. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais vous montrer le nouveau poste frontière. Et là-bas, juste en face, ce sont les soldats de l'Azerbaïdjan. Quelques hommes en armes et une ancienne habitation transformée en poste frontière. La France a toujours été à nos côtés, mais elle ne peut pas tout faire. Nous, on a besoin d'armes. Juste des armes, des grosses et des petites. Les Azéris, ils utilisent des drones de combat, dernier cri. Alors que nous, on utilise des drones pour enfants. Avant, il n'y avait pas de frontière ici. Elle était à plus de 50 km de là. Et maintenant, là, elle est à 10-15 mètres de nous.
Regarde, il y en a 2 cachés dans la montagne. Et ils doivent aussi nous surveiller avec leurs jumelles. Une nouvelle frontière et un cessez-le-feu très précaire, tant l'envie de revanche est forte chez les chrétiens d'Arménie. Ces terres ont toujours été à nous. On va se battre et on va gagner pour les libérer de l'ennemi. Ce sont des terres saintes arméniennes. Chaque village, chaque parcelle nous appartient depuis des millénaires. Ils ont du mal à quitter l'uniforme, fiers d'arborer la croix d'Arménie. C'est la perte la plus symbolique et certainement la plus douloureuse pour les soldats de la croix. Le monastère de Dadivank, construit entre le 9e et le 13e siècle, l'un des sites les plus précieux de l'église apostolique arménienne, est passé du côté ennemi. Comment on peut abandonner ça? Poser un cierge et prier une dernière fois avant de quitter définitivement les lieux. Dans leur fuite, les fidèles sauvent ce qui peut l'être. Pour la messe du Noël orthodoxe, il a fallu se replier sur le monastère de Gandzasar, au perché sur la montagne, à 1300 mètres. Parmi les paroissiens, le président du Haut-Karabakh, Araïk Aroutyunian. Noël, c'est la fête la plus importante, la plus attendue pour nous les chrétiens. On espère que nos vœux se réaliseront et que l'année prochaine, nous pourrons retourner célébrer Noël dans le monastère de Dadivank. Les négociations sont toujours en cours. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Pour les Arméniens, toutes ces églises sont autant de preuves que le Haut-Karabakh est une terre chrétienne depuis des siècles. Là, nous sommes au monastère de Gandzasar, qui a été fondé au IVe siècle par notre père fondateur, Saint Grigore Louzavorich. Alors bien sûr, historiquement, c'est notre pays. Et regardez, ici repose Hassan Jalal Dola, qui a été sournoisement assassiné par les Perses au XIIIe siècle. Dans cette église reposent les restes de nombreux catholiques arméniens, car jusqu'en 1815, Gandzasar est le siège des catholiques arméniens. Le peuple arménien a traversé de nombreuses épreuves pendant des siècles, des millénaires, mais il est toujours sorti victorieux. C'est notre pays historique. Nous avons toujours vécu ici, nous vivons ici, et nous allons continuer à vivre ici. Dans ces contreforts du Caucase, les édifices religieux s'égrènent comme sur un chapelet. Au sud-est du Haut-Karabakh, le monastère d'Amaras, dont la construction a débuté au IVe siècle, sert aujourd'hui de camp de base aux soldats de la Croix. Regarde là-bas, on peut voir les postes frontières des Turcs. On peut même voir leurs drapeaux d'ici. On avait pris ces terres dans les années 90. Et maintenant, c'est eux qui les ont. En plus de la protection divine, celle des Russes.
Le drapeau blanc-bleu-rouge doit protéger le monastère de l'aviation ennemie. Chaque pays a ses intérêts personnels, politiques, économiques. Nous sommes un petit pays. On n'est pas riche, mais notre emplacement a une valeur stratégique. Tout le monde convoite notre pays. Est-ce qu'on se bat contre les Turcs, contre d'autres pays? Nous nous trouvons à un carrefour. À chaque guerre, on subit des dégâts à cause de notre emplacement. On n'arrive pas à comprendre si c'est notre guerre ou celle des autres. Une guerre qui dure depuis bientôt 30 ans et toujours la même espérance, obtenir un jour la reconnaissance. Nous ne sommes pas indépendants aujourd'hui. Nos frontières sont gardées par les soldats d'un autre pays. Notre monnaie est celle d'un autre pays. Comment peut-on parler d'indépendance? Nous voulons être indépendants. Et un jour, on le sera. Le long chemin de croix des chrétiens du Haut-Karabakh. En attendant le miracle, tous les espoirs de paix reposent aujourd'hui sur la Russie voisine.